Si l'on en croit la plupart des auteurs italiens, jamais homme sur Terre n'eut un caractère plus odieux qu'Alexandre VI. Tous les vices qui dégradent la nature humaine auraient été réunis à un degré extrême dans la personne de ce pontife. Mais faisons d'abord une remarque. Quelque faute que l'on puisse supposer Alexandre coupable, il est certain qu'on en a grossi excessivement le nombre. Nous reconnaissons qu'il a travaillé peut-être plus qu'il ne l'eût dû à l'élévation de sa propre famille et qu'il eût souhaité ardemment voir son fils César parvenir au rang de prince souverain en Italie. Mais la plupart des monarques de l'Europe cherchaient alors à satisfaire leur ambition par tous les moyens possibles, même par des crimes. Tandis qu'avec une perfidie qu'on ne peut assez flétrir, les rois par exemple de France et d'Espagne se partageaient le royaume de Naples. Le pape ne pouvait-il pas poursuivre d'une haine légitime des feudataires rebelles qui, depuis longtemps, ensanglantaient l'Italie de petits princes orgueilleux et remuants dont il était incontestablement le suzerain, et qui ne s'étaient élevés que par des scélératesses. Disons ensuite, et personne ne le contredira, que quand même Alexandre VI aurait eu tous les vices dont on l'a chargé, ces vices auraient été contrebalancés jusqu'à un certain point par les brillantes qualités qui le distinguaient. Il serait impossible, sans convenir de ce fait, d'expliquer les succès qu'il eut jusqu'à la fin de ses jours et de concevoir pourquoi, durant tout son pontificat, aucune émotion populaire ne mit en danger son autorité ni ne troubla son repos. Ses ennemis les plus déclarés ont reconnu qu'il était doué d'un génie élevé et d'une mémoire surprenante, qu'il était éloquent et actif, et qu'il avait une grande habileté dans les affaires. L'approvisionnement de la ville de Rome fut constamment l'objet de ses soins, et tout le temps qu'il fut sur le trône, la famine qui désola le reste de l'Italie ne se fit point sentir dans ses propres États. Selon M. Audin, les feudataires de l'État ecclésiastique avaient le pouvoir d'affamer le pape, les cardinaux et les habitants de la Romagne s'ils le souhaitaient. Dès son ascension au pouvoir, Alexandre VI a ramené l'abondance à Rome, permettant aux marchands de la Sabine de vendre leurs produits sans crainte et éliminant la peur ancestrale de la famine. La présence de ces demi-monarques aux portes de la capitale rendait la justice impossible. Leur capacité à corrompre les juges avec quelques milliers de ducats garantissait leur impunité pour des crimes qui affligeaient l'humanité. Innocent VII ne manquait pas de bonne volonté, mais de santé. Son âme était noble, bien que son corps fût faible. Sous le règne d'Alexandre VI, tant les pauvres que les riches trouvaient justice à Rome. Le peuple, les soldats, les citoyens restaient fidèles au pontife, même après sa mort, en raison de ses qualités véritablement royales. Alexandre ne dormait que 2 heures par nuit. Il ne s'attardait pas à table et n'a jamais refusé d'écouter la prière d'un pauvre. Il remboursait les dettes des malheureux et était impitoyable envers la prévarication. Durant ses moments de loisir, il paraissait totalement délaisser les affaires de l'État. Cependant, il agissait toujours de façon à ne pas diminuer ses propres capacités intellectuelles qu'il maintint intactes jusqu'à la fin. Bien qu'il ne se dédiât pas à l'étude des belles lettres, il gratifia généreusement ceux qui s'y adonnaient. Il leur octroya des salaires importants et, fait inhabituel pour les souverains de l'époque, veille à ce qu'ils soient payés ponctuellement. Il se consacra avant tout à la promotion des arts. Il augmenta le palais du Vatican et en décora les appartements avec les tableaux des peintres les plus célèbres de son temps, parmi lesquels on peut citer Torrigiani, Balthazar Peruzzi et Bernardin Pinturicchio. Les architectes auxquels il donnait la préférence étaient Julien et Antoine de San Gallo, ce qui dépose en faveur de son jugement. Ce sont ces 2 hommes célèbres qui fortifièrent, comme on le voit encore, le môle d'Adrien, appelé aujourd'hui le château Saint-Ange. Enfin, on peut dire dans un sens que le pontificat d'Alexandre VI a été le prélude d'un grand règne de Léon X, et que ce fut sous ce pape que les lettres, les arts, les sciences commencèrent à prendre leurs essors pour enfanter les œuvres, de païennes à la vérité, mais admirables cependant au point de vue purement humain, qui jetèrent tant d'éclat sur le siècle
magnifique appelé le siècle de la Renaissance. Pour juger Alexandre VI, sur quelle autorité se sont appuyés jusqu'ici les historiens qui ont écrit sa vie? Principalement sur les diatribes du poète napolitain Saint-Nazaire, qui comptait la vérité pour peu de choses quand elle ne se prêtait pas aux caprices de son imagination. Sur le témoignage non moins suspect de Guichardin, qui ne prend même pas la peine de dissimuler sa haine toute florentine pour les Borgia, sur les assertions déhontées d'un Allemand qui, en véritable teuton, cherche toujours à prendre en défaut l'homme du Midi. C'est le jugement et à peu de choses près le langage d'un écrivain célèbre. Saint-Nazaire s'était fait remarquer de bonne heure par son talent poétique et par son esprit mordant. Il sut se glisser à la cour de Naples et se concilier, jeune encore, la faveur du roi Ferdinand et celle d'Alphonse et de Frédéric, fils de ce monarque, auquel du moins il resta constamment attaché malgré leurs revers. Il accompagna même Alphonse dans plusieurs expéditions et dans quelques-uns de ses poèmes latins, il parle de ses propres exploits avec l'assurance d'un homme dont les services ne sont pas ignorés. Quand les Français repassèrent les monts pour la seconde fois et réapparurent en Italie, Saint-Nazaire appela sur eux et sur le roi toute la colère du ciel. Mais sa haine se tourna contre Alexandre VI lorsque ce pontife se vit contraint de céder aux violences de Louis XII et de Ferdinand d'Espagne et d'accorder aux deux princes l'investiture du royaume de Naples qu'ils exigeaient de lui. Dès lors, on conçoit les épigrammes de Saint-Nazaire comme aussi la nécessité de se mettre en garde contre la satire de cet écrivain. Au reste, le caractère du poète n'était pas admirable. Il attaquait tout et, à défaut d'autre chose, il lançait à la tête de ses adversaires des injures et des grossièretés. Il n'épargnait ni amis ni ennemis. Ses œuvres offrent des actes d'hostilité qui ne s'expliquent pas, et certains passages sont bien plus remarquables par la passion et l'indécence que par l'esprit de la vérité. François Guichardin, de Florence, était lui issu d'une famille qui subsiste encore de nos jours. Ses ancêtres avaient occupé les postes les plus distingués dans la République florentine. Il fut d'abord destiné au barreau et s'acquitta d'une telle réputation dans cette carrière qu'à 23 ans, il devint professeur de jurisprudence. Bien qu'il n'eût pas atteint l'âge exigé par les lois, il fut choisi comme ambassadeur auprès de Ferdinand le catholique, dont il sut conquérir les bonnes grâces et la protection pour lui et pour sa patrie. Il fut même appelé à Rome par Léon X, Adrien VI et Clément VII. Toutefois, il n'y fit pas un long séjour et revient à Florence pour écrire son histoire d'Italie. Elle comprend donc 20 livres, dont 16 sont d'un mérite supérieur comme composition, mais l'amour de la patrie exerce une fâcheuse influence sur son jugement, même sur son récit. Il ne s'en cache pas. Nous l'avons dit, il avoue donc la haine qu'il porte à la famille des Borgia, raison suffisante pour rendre suspecte sa sincérité concernant l'affaire d'Alexandre VI ainsi que de la famille des Borgia. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, salut.